Au sommet de ce mercredi 28 janvier, si chez les humains la déshydratation est source de nombreux malaises, elle est encore plus chez les volailles. Dans cette édition, nous vous expliquerons comment prendre soin de vos volailles en cas de forte chaleur. Dans le dossier du jour, nous parlerons du niébé, une légumineuse aux multiples vertus nutritionnelles, mais dont la production est fragilisée par les ravageurs. Toujours dans cette édition, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité agricole au-delà de nos frontières avec quelques faits marquants au Kenya, Nigeria et Maroc. Voici pour vous les grands titres de l'actualité de ce soir. Restez avec nous pour le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Que présage la météo de ce jeudi 29 janvier dans les localités d'Avrancourt et Condé? Pour vous, chers habitants de la localité d'Avrancourt, dans le département de l'Ouémé, le temps sera favorable pour les activités champêtres ainsi que commerciales. Attendez-vous à une journée très chaude et majoritairement ensoleillée avec quelques passages nuageux sans précipitation. Les températures atteindront un maximum de 35 à 36 degrés Celsius. Dans l'après-midi, le ciel deviendra variable à couvert avec un ressenti pouvant osciller entre 38 et 43 degrés Celsius. Le vent sera faible à modéré autour de 15 km par heure. Une protection solaire est fortement recommandée en raison de l'indice UV élevé. Nous vous conseillons alors, chers internautes d'Avrancourt, de s'hydrater régulièrement. D'Avrancourt, on se pose à Condé dans le nord pour voir ce que Dame Nature nous réserve. Il fera beau à Condé, les températures évolueront entre 20 et 36 degrés Celsius. En matinée, la fiabilité de la situation est assez favorable. Le ciel sera ensoleillé, le thermomètre affichera 20 degrés Celsius avec des rafales de vent allant à 25 km par heure sans précipitation. L'après-midi restera lumineux et chaud avec un ressenti compris entre 36 et 40 degrés Celsius. Ce soir, on commence le tour d'horizon par le condensé des actualités hors de nos frontières. Avec le Kenya qui organise la 9e édition de l'Afrique Agri-Expo les 11 et 12 février 2026 au Centre international de conférences de Nairobi. Le Nigeria, par ailleurs, qui lance sa première campagne nationale de culture du clou de girofle. L'annonce a été faite le 25 janvier à Zaria par Abdoulaye Chouaïbou, coordinateur national de l'Association des producteurs, transformateurs et distributeurs de clous de girofle. Et du côté du Maroc, les perspectives agricoles s'annoncent encourageantes. La production céréalière pour la campagne 2025-2026 est estimée à plus de 8 millions de tonnes, d'après le budget économique prévisionnel publié le 19 janvier par le Haut Commissariat au Plan. Si cette prévision se confirme, elle représenterait une hausse de près de 80% par rapport à la campagne précédente. Nous enchaînons avec les nouvelles au niveau national. Selon les données publiées en décembre 2025 par le département américain de l'agriculture, USDA, la campagne cotonnière 2025-2026 annonce un nouveau réajustement du classement des pays producteurs en Afrique de l'Ouest. Le Bénin se hisse désormais à la première place régionale en matière de rendement avec une moyenne estimée à 0,113 tonnes par hectare. Le pays devance le Nigeria qui affiche 0,56 tonnes à l'hectare et le Mali crédité de 0,53 tonnes à l'hectare. En tournée dans les zones de production du Nord en décembre dernier, le responsable conseil agricole et fondation à l'ERC, Dr Amadou Alassane Mané, nous confirme cette tendance. Suivez. Cotonnière 2025-2026 en cours actuellement à travers sa phase de commercialisation.
Et lorsque nous considérons également la tendance de production cotonnière dans la sous-région, je crois que le Bénin se positionne largement devant et nous sommes bien partis pour garder, pour conserver la place de leader en matière de production cotonnière dans la sous-région. Je crois que les statistiques que nous avons dans la sous-région par rapport au pays qui produit le coton dans notre espace que nous appelons Pierre Picard nous donnent largement raison. Le Mali, qui a souvent été le pays qui nous a bousculé au niveau de la tête en matière de leading. Aujourd'hui, le Mali est relativement un peu derrière nous et le Bénin fera en sorte que la première place soit conservée et à travers cette première place, la filière sera davantage promue et ceci pour l'épanouissement des producteurs, pour l'épanouissement de l'ensemble des acteurs de la filière. Ces derniers temps, malgré les pluies hors saison de forte chaleur dite le Loire, elles n'affectent pas seulement les populations, mais aussi les animaux, notamment les volailles. Quand la chaleur s'installe, l'eau devient un facteur vital pour les sujets de volailles. Pourtant, la déshydratation reste encore peu prise en compte dans certains élevages. Quels sont les signes d'alerte? Comment prévenir les risques? Éléments de réponse dans ce reportage signé Jalda Kaoussou et Pierrot Dedila. En période de sécheresse, les conditions climatiques deviennent particulièrement contraignantes et exposent les volailles à un risque accru de déshydratation. Ce déficit en eau dans l'organisme, observé chez plusieurs espèces animales, est le plus souvent lié à un manque de suivi rigoureux et à de mauvaises pratiques d'élevage. La majorité, c'est le manque de suivi régulier au niveau de nos animaliers. Sinon, ce n'est pas une pathologie majeure que nous rencontrons souvent, mais ça fait partie des symptômes des pathologies que nous rencontrons régulièrement. Et il faut d'abord dire que nos animaliers sur nos fermes ne jouent pas leur rôle en tant qu'animaliers. Il est conseillé souvent de donner de l'eau aux animaux le matin et le soir, et étant donné que nous sommes en saison sèche, où il faut beaucoup plus prioriser même l'eau, plus que l'alimentation d'ailleurs. Parce que l'animal a besoin assez d'eau pour répondre à ses besoins. En saison sèche, il faut servir au moins le matin, le midi et le soir. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier la température de l'eau à tout moment. Si vous servez le matin plutôt, à midi, vous devez repasser déjà voir si mes animaux, est-ce qu'ils ont pu boire l'eau que j'ai servie. Sinon, vous changez l'eau et que vous leur servez encore une autre quantité d'eau qui peut être un peu froide comparativement à l'autre que vous l'avez déjà servi au départ. La déshydratation n'est pas une pathologie en soi. Cependant, certains signes permettent de reconnaître ou de détecter très tôt les malaises chez les sujets. Vous allez voir que quand vous essayez de mettre un peu la pression sur les crêtes, vous allez voir que ça donne une couleur pâle. Et quand vous laissez cette partie, vous allez voir au niveau des yeux, quand nous prenons la tête, toujours la tête, hein, au niveau des yeux, vous allez voir que les yeux sont un peu creux. Et quand vous voyez au niveau de leur bouche, ils ont toujours les becs ouverts comme celui qui manque d'oxygène. Bon, tantôt, quand vous tournez au niveau des plumes, les plumes sont un peu bourrifiées. Quand on parle de bourrifiées, ils sont un peu plus piqués. Vous les sentez comme si ils ont écarté un peu les plumes parce que c'est la chaleur qui dégage. Maintenant, autre que ça, vous constatez les ailes qui sont un peu écartées. Ils écartent les ailes et ils ouvrent les becs et ils essayent de... Comme si quelqu'un qui manque d'oxygène. Face à cette situation, le technicien agricole propose quelques mesures de prévention que les éleveurs sont invités à adopter. La première des choses à faire quand vous sentez que vos suies sont déshydratés, il faut d'abord les apporter l'eau. Apporter d'abord l'eau. Bon, il y a d'autres techniques que nous employons, une technique locale. Vous essayez de tremper le bec des animaux dans l'eau, c'est-à-dire vous les ramenez vers l'eau froide. Vous pouvez mettre un peu de la glace dans l'eau pour les stimuler, pour qu'ils sentent que il y a la fraîcheur ici. Vous les approchez, vous trempez le bec dedans. Que ce soit adulte, que ce soit poussé, peu importe. Vous pouvez faire accompagner de ce dernier de l'eau sucrée. Ouais, mais vous allez vous mettre un peu de sucre dans l'eau pour les rendre un peu sucrés. Et là, ça peut beaucoup plus les attirer à venir boire. Réussir l'élevage, objectif majeur des éleveurs, passe avant tout par une meilleure prise en charge du bétail. Nous restons dans le secteur de l'élevage, mais cette fois-ci, intéressons-nous au bétail. Ce mardi 27 janvier 2026, la chef suppléante de la coopération suisse et la chargée de programme accompagnée des représentants de la mairie de Pereire et du comité de gestion du marché ont visité le site réservé à la construction du marché à bétail de Guinangourou. L'objectif est de constater l'état d'avancement des préparatifs liés à la construction du marché à bétail de Guinangourou dans la commune de Pereire.
De l'élevage, passons maintenant à la santé et aux vertus des plantes naturelles. De la peau à la digestion, en passant par le système immunitaire, l'aloe vera est une véritable mine d'or pour la santé. Mais qu'est-ce que l'aloe vera exactement et quels sont les bienfaits qu'il peut apporter à votre santé? Anissé Ronguet nous en parle dans cet élément suivi. L'aloe vera, plante succulente originaire d'Afrique du Nord, est connue depuis des millénaires pour ses vertus médicinales. Ses noms botaniques incluent aloe vera ou Aloe barbadensis Miller, ainsi que d'autres espèces du genre aloe appartenant à la famille des Liliacées ou des Aloacées. Grâce à ses feuilles épaisses et charnues, l'aloès stocke l'eau et survit dans des conditions arides. Cette capacité lui confère une richesse en substances actives utilisées en phytothérapie et en cosmétique. Elle contient deux substances distinctes que sont le latex, une sève jaune et amère présente dans l'écorce et riche entre 20 à 40% en anthracoïdes. Ces molécules ont un effet laxatif et puissant. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît l'usage du latex séché d'aloe vera comme traitement de courte durée de la constipation occasionnelle. Le gel est un mucilage clair extrait du cœur des feuilles aux propriétés émollientes et apaisantes. Il est utilisé pour hydrater la peau, accélérer la cicatrisation et soulager la brûlure légère. Au-delà de ses multiples applications, le gel d'aloe vera est riche en vitamines A, C, E, ainsi qu'en minéraux comme le calcium et le fer. Ces nutriments agissent comme antioxydants en protégeant la peau des radicaux libres et favorisant la régénération cellulaire. Des études cliniques et revues scientifiques ont montré que l'aloe vera hydrate et nourrit la peau, réduisant l'apparence des rides et améliorant son élasticité. Accélère la cicatrisation des brûlures et plaies superficielles. Soulage certains troubles digestifs, notamment la constipation occasionnelle grâce au latex. Renforce le système immunitaire et agit comme antioxydant, contribuant à réduire le stress oxydatif. Peut aider à régulariser la glycémie et à soutenir la santé gastro-intestinale, bien que ces effets nécessitent encore des recherches approfondies. Une plante naturelle, une santé naturelle. La Direction régionale des douanes et droits indirects de l'Atakora-Donga a abrité ce jeudi 22 janvier à Djougou une séance de sensibilisation des acteurs du transport à la sortie frauduleuse du soja du territoire national, conjointement avec l'interprofession du soja du Bénin. L'initiative vise à rappeler l'urgence du respect de la réglementation en vigueur pour une campagne 2025-2026 apaisée et réussie. Il ressort donc que la circulation des camions est autorisée de 7h à 18h. Au-delà de cet horaire, les véhicules doivent obligatoirement être stationnés dans les zones sécurisées, toutes proches de la frontière étant considérées comme à risque. L'OMS recommande la consommation des légumineuses au détriment des aliments ultra transformés, mais urge qu'on accorde une attention aux défis liés à leur culture. Et le dossier du jour s'intéresse aux bienfaits de la consommation du niébé et les défis liés à sa culture. Le niébé est l'une des légumineuses les plus consommées au Bénin et riche en protéines et en nutriments essentiels. Il joue un rôle important dans l'alimentation des ménages, mais sa culture n'est pas sans difficulté entre le choix de la bonne période de semis et la lutte contre les insectes ravageurs. Avec Shekinata Diarra et Jean-Dac Torono, découvrons davantage les bienfaits de la consommation de cette légumineuse et les défis liés à sa culture. Le niébé est l'une des légumineuses les plus cultivées au Bénin. Très apprécié par la population, il constitue une culture rentable et occupe une place de choix dans les productions agricoles. Toutefois, selon les zones, notamment entre le nord et le sud, il est essentiel de connaître la période idéale de semis afin d'optimiser les rendements. Au sud et au centre,
on doit cultiver le niébé entre fin août et début septembre, qui marque la petite saison pluvieuse. Et par contre, au nord, on doit la cultiver dès que les pluies s'installent, c'est-à-dire début juillet jusqu'à août. Donc, c'est les moments précis pour les cultiver. Parce que quand nous prenons le cycle de production de niébé, c'est environ 2 mois, 2 mois et demi. Donc, cela coïncide parfaitement avec la petite saison. Et la fin du cycle tombe sur la saison sèche, ce qui facilite la récolte et le séchage des gousses. Cependant, les producteurs font face à plusieurs défis, parmi lesquels les attaques d'insectes et de ravageurs qui affectent la qualité et la quantité des récoltes. De la production, on reçoit des attaques, surtout les attaques des insectes. Quand nous prenons les pucerons, ils sucent la sève et créent le jaunissement de la plante et son affaiblissement. Et quand nous prenons les thrips, ils attaquent les fleurs, créant leur chute. Et également, quand nous prenons les chenilles qui perforent les gousses, les punaises en dernière position, ils attaquent surtout au grain, c'est-à-dire à l'intérieur de la gousse, il y a les grains d'haricots qui se forment déjà, donc ils attaquent à ces grains-là, créant leur malformation. Au-delà de son importance économique, le niébé est également riche en protéines et en vitamines. Il contribue ainsi à prévenir certaines carences nutritionnelles, notamment l'anémie chez les enfants, et joue un rôle important dans l'équilibre alimentaire. Le niébé est une alternative économique aux protéines d'origine animale et il est très riche en fer et sa teneur en fer prévient chez l'enfant l'anémie, aussi bien chez la femme enceinte, chez la femme en âge de procréer que chez tout adulte. Il est également riche en fibres et ce taux de fibres en quantité considérable facilite non seulement la digestion, mais régule également le taux de sucre et de gras dans l'organisme, ce qui fait que le niébé est recommandé en cas de diabète, en cas de maladie cardiovasculaire. Il est également riche en folate, en acide folique. Riche en vitamine B9, il joue un rôle majeur dans la croissance du fœtus chez la femme enceinte. Le niébé contient également de la vitamine B9 qui est nécessaire pour la formation du tube neural, donc du cerveau au niveau du cerveau du fœtus. Donc chez la femme enceinte, il est vraiment recommandé qu'une femme enceinte consomme régulièrement du niébé. Le niébé reste une légumineuse aux fortes valeurs nutritionnelles, mais sa culture nécessite une bonne maîtrise des techniques agricoles afin d'améliorer la production et de lutter efficacement contre les ravageurs. Nous sommes à la fin de cette édition de votre journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour d'autres nouvelles agricoles exclusives sur votre chaîne. Portez-vous bien.